invités très intéressants sur des secteurs d'activité très variés. Donc, on profite de ces débats. Ce débat a été déclenché à l'occasion de la sortie d'un livre blanc que notre partenaire, le cabinet Crowe-Ficorec, a sorti avec des témoignages de dirigeants d'entreprise justement à la sortie de cette crise. Donc, il nous a paru intéressant de donner la parole à nouveau à Mathieu Capuano, qui est le directeur associé de ce cabinet, avec des dirigeants qui ont été interviewés et à qui on donne la parole aujourd'hui, qui vont nous raconter comment ils se sont organisés pendant le confinement et quelle est aujourd'hui leur stratégie de rebond. Donc, on donnera la parole à chacun. Dans un premier temps, Mathieu va rappeler quels sont les dispositifs en place pour aider les entreprises, puisqu'il y a de nombreuses actions qui ont été organisées pour soutenir l'activité. Où on en est aujourd'hui de ces dispositifs? Est-ce qu'il y a encore des choses à attendre? Je vais d'abord donner la parole donc tout de suite à Mathieu, qui va nous rappeler quelles sont les mesures gouvernementales et les dispositifs d'aide aux entreprises. Mathieu, c'est à vous. Merci Jean-François, merci à tous les participants, à la fois les contributeurs, donc Virginie, Pierre, Marjorie, Samuel et Ludo, et tous ceux qui sont là aujourd'hui. Effectivement, donc, pendant le confinement, on a eu beaucoup d'actions qui ont été entreprises par le gouvernement. Les principales, c'était évidemment la première qui était la mesure de chômage partiel applicable à toutes les entreprises, qui continue encore d'être active, alors sur des conditions qui commencent un tout petit peu à évoluer, puisqu'on passe d'une capacité à pouvoir faire du chômage partiel pour toutes les entreprises sans distinction de secteur d'activité à de plus en plus une distinction par secteur d'activité. On a également aussi le pourcentage de prise en charge par l'État qui pendant le confinement était de 100% et qui commence à diminuer. Alors, l'impact côté salarié n'existe pas, hein, puisque les salariés continueront de toucher à minima 84% de leur salaire et 100% quand ils sont au SMIC. Mais c'est la contribution de l'entreprise qui commence à changer. Et au 1er juin, donc, elle va passer à 85%. Donc, il y a ce reliquat de 15% que l'entreprise va devoir ou compenser ou payer elle-même, avec effectivement des mesures très spécifiques pour certains secteurs qui sont particulièrement touchés, notamment le tourisme et l'événementiel, où ces secteurs-là continuent à être pris en charge à 100% jusqu'à la fin de l'année, sauf contre-indication qui pourrait arriver dans les semaines et les mois qui suivent. Donc, côté événementiel, côté HCR, on est encore sur des mesures dérogatoires. En revanche, sur le reste des activités, on est sur un circuit qui redevient quasiment classique. Alors, petit point d'attention, la Directe a communiqué très fortement la semaine dernière en disant que toutes les entreprises qui ont lancé un chômage partiel sont susceptibles d'être contrôlées pendant l'été, et 500 000 contrôles ont été annoncés entre la semaine dernière et la fin de l'été pour vérifier que les mesures d'activité partielle ont été prises selon des bonnes règles de gestion et pas simplement pour des logiques d'optimisation de coûts pour les entreprises. Donc tout le dossier est à monter, hein, mais les informations clés qui ont été transmises à l'ASP, donc qui était l'autorité qui servait de base de déclaration, a transmis toutes les informations donc à la Directe pour pouvoir faire des contrôles. Donc il y a un vrai suivi qui va être fait pour éviter les comportements qui auraient pu avoir lieu a priori, je dirais plutôt sur une minorité quand même, hein. On a quand même tous été impactés de plein fouet, et puis de manière ça n'a pas été prévenu, hein. Si on prend l'exemple après de Ludovic, le gouvernement annonce le samedi soir à 17h que les restaurants doivent fermer à minuit. Compliqué pour un restaurateur de se dire j'ai 5 heures pour pouvoir écouler tout mon stock, et suivant quand est-ce qu'avait été fait la livraison, il s'est peut-être retrouvé avec un stock de 2-3 jours ou d'une semaine. Donc, c'était compliqué pour certaines entreprises. Donc, ça, c'est le chômage partiel qui continue. Le PGE qui continue aussi d'être mis en place. Alors, les conditions de PGE, c'est toujours la même chose, hein. On fait une demande par le biais de la BPI, 90% qui est garantie par BPI. Et ensuite, c'est les banques qui sont les émettrices du PGE, sachant qu'on a encore un an avant de voir ce que le PGE va donner, puisque le PGE, c'est une avance qui peut se transformer en dette.
mais on ne connaît pas encore le taux. Donc, on attend de voir l'année prochaine comment ces dettes-là vont se transformer. À nouveau, le secteur du tourisme a, depuis la semaine dernière, un PGE aménagé, qui est le PGE Tourisme, donc qui vient d'être lancé par BPI, avec une période d'amortissement qui est beaucoup plus longue, qui est sur 10 ans, avec 2 ans de décalage pour pouvoir rembourser la dette. Vous avez aussi des garanties complémentaires. Et surtout, vous avez aussi les pourcentages restent les mêmes, mais certaines entreprises qui étaient peut-être un peu en dessous de leur capacité d'autofinancement sur un PGE classique vont pouvoir rentrer dans le PGE tourisme et pouvoir peut-être amortir une dette de manière un peu plus longue et donc pouvoir avoir accès aux fameux 25% de leur total de chiffre d'affaires. Peut-être que certaines boîtes n'avaient pas pu réussir à avoir ces 25%, mais peut-être 10-15% en fonction de leur CAF. Donc le PGE Tourisme vient de sortir, il a une semaine. On n'a pas encore les premiers chiffres ni les premiers retours, mais le schéma de fonctionnement reste le même. Je fais une demande sur le site de la BPI et ensuite je vais voir mon partenaire bancaire qui m'ouvre droit à un PGE Tourisme. Donc on est sur une enveloppe qui est différente que le PGE classique. Et pour le coup, les restaurateurs sont concernés ou... Les restaurateurs sont concernés. D'accord. Alors, dans le mot tourisme, ça va assez loin pour l'instant pour le gouvernement, puisque dans le tourisme, vous avez évidemment les restaurateurs, vous avez tous les professionnels liés au tourisme, donc des sociétés de transport, de guides, d'événementiels liés au tourisme. Ça va jusqu'à la partie taxi. Les taxis, pas les sociétés de VTC pour l'instant, mais les taxis individuels qui ont acheté leur propre plaque peuvent aussi ouvrir droit et demander un PGE parce qu'une partie de leur activité a été impactée et sera encore impactée par un tourisme qui pourrait être complètement différent, voire quasi nul dans certaines zones. Donc c'est une dimension qui est relativement large de façon à, on va dire, contenter un très grand nombre et à laisser place au PGE classique pour les entreprises des autres secteurs, du tertiaire et du secondaire, et un PGE spécifique pour le tourisme. Sachant qu'on a d'autres aides pour la partie agricole, mais on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment un secteur très très à part avec un schéma complètement différent. Ensuite, on a des plans gouvernementaux qui arrivent. Le premier, donc, c'est effectivement le tourisme. Le deuxième, c'est l'événementiel. On en attend d'autres. On sait qu'on va avoir un plan sur la partie industrie. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure avec Virginie Chazot de la partie aéronautique. On sait qu'on va avoir un plan là-dessus. On sait qu'on va avoir un plan sur la partie donc industrie, mais sur partie automobile, plutôt sur les énergies de demain. Donc, on a vu que l'État a souhaité avec Renault lancer Renault et Peugeot le Airbus de la batterie. Donc, il y a plusieurs plans qui arrivent. Donc, ça va se faire au fil de l'eau. Et on attend à chaque fois les annonces du gouvernement avec toujours derrière des annonces très spécifiques, soit en chômage partiel, soit en PGE, soit d'autres aides. Des mesures d'accompagnement sont en train d'être réfléchies, mises sur la table pour créer des nouvelles zones franches. Donc, on espère que des nouvelles zones franches seraient créées de façon à peut-être relancer des activités. Et vu qu'on est enregistré, si ça peut être, le message peut être passé, si on peut faire une zone franche sur le centre-ville de Marseille pour relancer des activités comme le commerce, ça peut être une bonne idée. Donc, si vous voulez relayer les messages, je vous donne l'idée. Je n'en revendique pas la paternité. C'est un projet qui date déjà. Effectivement, la mairie portait cette demande aussi auprès du gouvernement. Donc voilà, ça peut être une très très bonne idée. Donc les zones franches, on attend de voir s'il y a des nouvelles zones franches qui seraient créées. Et donc des plans gouvernementaux par type de business. Et là, pour l'instant, les 2 premiers sont sortis. On attend les prochains dans les prochaines semaines. De toute façon, le gouvernement va continuer de travailler au moins jusqu'au mois de juillet. Après, on sait qu'il y a une pause au mois d'août. Après, le temps va être assez réduit parce que normalement, leur décision et le temps de la partie Assemblée nationale s'arrête vers le mois d'octobre. Je ne sais pas si ça va continuer cette année pour continuer les mesures. En tout cas, on sait qu'on va avoir dans les 3-4 prochains mois encore pas mal de mesures qui vont sortir. Et après, on aura la prochaine loi de finances, la prochaine loi de financement de la sécurité sociale qui sortiront au mois d'octobre. Et c'est ça qui déterminera aussi ce qui se passera en 2021.
D'accord. Peut-être un mot pour finir sur l'organisation des entreprises aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours dans la loi d'état d'urgence? Il y a toujours une recommandation forte de faire du télétravail quand c'est possible. Quelles sont les conséquences pour les chefs d'entreprise en termes d'organisation, d'obligation en fait? On en est où aujourd'hui? Alors, on n'est plus dans l'état d'urgence, mais on est toujours dans un état de crise sanitaire qui doit s'arrêter très prochainement, hein, puisque on attend la validation définitive soit fin juin, soit début juillet. Euh, dans tous les cas, les mesures initiales continuent d'exercer. C'est sûr que on a toujours les mesures de distanciation sociale qui doivent s'appliquer, les mesures en tant que chef d'entreprise, de prendre le bien collectif et s'assurer que les salariés soient mis dans des bonnes conditions. L'enjeu derrière tout ça, c'est que autant d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue chef d'entreprise, on met en place toutes ces obligations-là, hein, et Virginie, Samuel, Pierre ou Marjorie pourront en parler également, mais c'est l'après. C'est comment on gère ça. Euh, on l'a tous vu, on a tous vu des photos de bars, de restos, de terrasses où les gens finalement ne respectent plus la distanciation sociale. Et quel va être l'enjeu demain en tant que chef d'entreprise par rapport à ça? C'est Oui. est-ce qu'on fait attention à nos collaborateurs? Est-ce que du coup on maintient le télétravail? Le télétravail reste conseillé, mais c'est pas la solution première. C'est une des solutions envisagées, mais si les collaborateurs peuvent tout à fait revenir dans une entreprise dans des très bonnes conditions, il n'y a pas de raison de ne pas les faire revenir. Après, ce sont des choix de gestion, et puis il y a des boîtes qui peuvent se le permettre. Et puis si on reprend l'exemple de Marjorie, de Samuel ou de Virginie, quand on est sur l'aéroport, quand on est dans l'usine de Pernod ou dans l'usine de Samuel, on ne peut pas faire du télétravail dans ces conditions-là. Donc il y a quand même des entreprises qui ne peuvent plus se permettre de faire du télétravail. Alors elles doivent quand même s'assurer que la santé de leurs salariés et la protection de leurs salariés soient faites de manière optimale. Donc avec effectivement parfois des visières, du plexiglas, des gants. Mais les gants, pareil, ce n'est pas la solution optimale, parce que vous passez on va dire, d'une machine à une autre chez Pernod Ricard. Normalement, vous devriez changer de gants à chaque fois. Donc, il y a quand même des enjeux par rapport à tout ça. Après, il y a aussi des enjeux environnementaux, hein. Il faut aussi faire attention que ce sont tous à chaque fois des usages uniques, et qu'on n'a pas encore traité de la question de la partie retraitement de ces déchets-là, hein. Ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé pour l'instant. Donc oui, le télétravail, mais pas que. Après, il faut aussi mettre un tout petit peu de perspective par rapport à tout ça. C'est il ne reste qu'une zone qui est en orange, qui est Paris. Toutes les autres zones sont en verte. Donc il y a quand même plus de facilité aujourd'hui à venir travailler dans des entreprises en région sud, même à Bordeaux, à Nantes et ailleurs, qu'à Paris, parce qu'on a aussi un mode de déplacement qui reste encore très individuel, avec son véhicule personnel, voire les trottinettes, des vélos et autres. Alors qu'à Paris, on est quand même sur un mode de déplacement qui est beaucoup plus métro, bus, etc., qui favorise du coup la concentration humaine. Et le président de Veolia, à la sortie du confinement, avait annoncé clairement qu'à Paris, il était impossible pour une société comme Veolia, mais Veolia en dessous, c'est la RATP, de pouvoir faire respecter les mesures sanitaires de manière optimale. Donc, il continuait à proposer le télétravail, au moins à Paris, parce que c'était impossible pour eux de favoriser le fait que, par exemple, tous les collaborateurs repartaient à la Défense pour 9 heures, parce qu'ils ne pouvaient pas respecter ces distanciations-là. Certaines boîtes commencent à le faire, malgré tout, avec des mesures d'arrivée différentes. On peut arriver un peu plus tôt, un peu plus tard, et en fait, on cale les arrivées des collaborateurs sur une plage qui peut être d'une heure et demie, voire 2 heures. Et après, c'est au service client, au service finalement qui est en front avec les clients, d'expliquer aussi que finalement le collaborateur qu'on a l'habitude de voir et qu'on sait qu'il voit à 9 heures, peut-être que pendant encore 2, 3, 4 mois, il sera là à 9h30 ou à 10 heures, de façon à étaler aussi l'arrivée des collaborateurs et favoriser sa distanciation sociale dans les transports en commun. D'accord, merci Mathieu pour ce tour d'horizon. On reviendra.